Bonjour, ici Ardif et vous écoutez du mur au mic. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et moi, Adrien. Et vous écoutez du mur au mic. From the street to the wall, to the wall. Du mur au mic, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain. Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir. It will speak to you. It will speak to you. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Ardif dans sa ville natale à Montreuil, en banlieue parisienne, et dans son atelier. D'abord, bonjour Ardif. Bonjour. Merci de participer à du mur au mic et nous laisser entrer dans ton intimité. Là, on est dans ton atelier, l'atelier de toi et ton papa qui est architecte. Qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit plusieurs tubes de peinture, des crayons. C'est un peu organisé mais chaotique. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Oui, c'est ça, c'est un bordel organisé. C'est là-dedans que je me sens à l'aise pour travailler. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'être avec nous pour ce deuxième épisode. D'ailleurs, si vous êtes curieux et vous souhaitez voir les réalisations d'Ardif pendant qu'on fait ce podcast, rendez-vous sur son compte Instagram, @Ardif. Ardif, tu as 32 ans. Cela fait maintenant 4 ans que tu as commencé à faire du street art. Tu t'es vite fait une notoriété grâce à la série Mécanimals, qui représente l'imbrication de rouages mécaniques et de figures animales. Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que tu pourrais nous décrire avec tes mots un peu ce que représente Mécanimals pour toi ? Alors les Mécanimals, c'est donc mon travail que je développe depuis 3 ans maintenant. C'est une hybridation entre notre patrimoine naturel au travers de la figure de l'animal et un univers mécano-industriel et architectural que j'ai développé. Donc c'est une esthétique que j'ai développée au travers de mon imaginaire de référence à la fois pop culture et aussi pendant mes études d'architecture. Et donc quand je fais ces animaux, je les hybride et j'essaie de trouver un équilibre pour parler un peu de cette balance à trouver entre notre respect du patrimoine naturel et en même temps notre progrès technique qui est indispensable à notre développement. Donc il y a à la fois une recherche d'un imaginaire qui m'est propre et aussi un message sur notre impact écologique. Tu viens d'évoquer les animaux, mais tu réalises également des portraits, également de la faune. Pourquoi aujourd'hui ton sujet de prédilection, ce sont les animaux ? Alors les animaux, c'est mon sujet de prédilection parce que je pense qu'à la base déjà, c'est depuis que je suis tout petit, ça me fascine pas mal. J'allais souvent visiter la Grande Galerie d'Évolution à Paris. J'aimais les zoos, même si aujourd'hui j'ai un peu vu l'envers du décor, mais voilà, j'aimais bien tout ce qui était reportage animalier globalement, même les reportages de fonds marins, tout ça, ça me fascinait et donc pour moi parler de la nature, c'était parler par l'angle des animaux, c'était plus facile, c'était vraiment dans les formes étaient multiples, dans les thèmes aussi, dans les textures, il y avait vraiment j'aurais pas assez d'une vie pour dessiner tous les animaux qui existent, toutes les espèces qui existent ou qui ont existé. Donc en fait, à la fois il y en a qui disparaissent tous les ans voire toutes les semaines, et il y en a qui apparaissent aussi, on en découvre des nouvelles, donc c'est vraiment un thème sans fin et voilà, et c'est fascinant de pouvoir s'attaquer à tout ce panel d'espèces et de formes. Tout à l'heure, quand on est arrivé pour venir te rejoindre dans ton atelier, tu étais en train de travailler sur une de tes œuvres. Je t'ai demandé combien de temps que ça te prend, parce que c'est tellement détaillé comme œuvre. Comment tu t'y prends, là? Tu commences par penser à la forme de l'animal, après tu ajoutes comment ça se passe dans ta tête et comment tu le fais sur papier? Alors, en général, je parle toujours de l'animal. Donc, je choisis l'animal soit parce que, des fois, c'est parce qu'une commande d'un acheteur. Des fois, c'est moi qui me penche sur un animal qui me plaît ou que je n'ai pas encore abordé ou parfois pour une référence à l'actualité, ça arrive aussi. Donc en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je choisis l'animal. Ensuite, je fais une recherche iconographique autour. Je choisis une pose, un profil, une face, un mouvement, une lumière, quelque chose.
Et quand j'ai enfin l'animal dans son ensemble, eh bien, je commence par dessiner l'animal et il y a les parties que je vais décider d'hybrider. Donc quand je prends des fois l'animal de face, je travaille sur la symétrie. Et parfois, quand j'ai besoin de faire l'animal dans un mouvement ou dans son ensemble de profils, je vais hybrider certaines parties. Et c'est là où le jeu entre les textures, entre les deux univers se confrontent. Et il y a des parties qui naturellement se transforment en mécanisme dans ma composition et dans ma tête, en fait. On se trouve aujourd'hui donc dans ton atelier, qui est également l'atelier de ton père, qui est architecte, et ce qui n'est pas anodin, puisque toi aussi tu as fait des études d'architecture. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu artiste ? Alors, j'ai fait mes études d'architecture, j'ai terminé, j'ai pratiqué après le métier pendant 3 ou 4 ans. Et en fait, pendant mes études même, j'avais commencé un peu à m'intéresser à la pratique de l'art urbain, du street art. Et voilà, j'étais rentré dedans par les grands noms. J'étais assez fasciné par ce rapport à l'architecture, puisque finalement, dans mes études, je me disais, ouais, le bâtiment, il y a moyen de se l'approprier, mais finalement, artistiquement, des fois, il me paraissait que c'était un peu limité, ou je trouvais que le street art avait une manière de se l'approprier qui était beaucoup plus spontanée et forte. Et personnellement, j'ai commencé, j'ai toujours continué de dessiner pendant mes études et après mes études. Et à un moment, je me suis dit que j'avais envie de m'y mettre, mais qu'il fallait que je trouve quelque chose qui se démarque un peu, avec de l'impact, qui est une signature graphique, une identité. Puisque je voyais qu'à Paris, étant parisien et voyant tout ce qu'il y avait sur les murs, il fallait forcément quelque chose pour se sortir un peu du lot, entre guillemets, quoi. Il fallait une signature. Donc quand le thème des Mécanimals est arrivé, un peu par hasard, un jour j'ai dessiné un chat que j'ai arrêté à moitié, donc j'ai dessiné l'autre partie par les mécanismes. Et c'est là où je me suis dit que c'était pas mal et que j'en ai développé 3, 4, 5. Donc c'était en été, à la rentrée, j'avais une petite série et j'ai décidé, allez, banco, on commence le collage sur les murs, on teste pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est venu petit à petit. Après, les réseaux sociaux, la passion de certains Parisiens pour le street art, enfin, tout ça a fait que ça s'est développé. Est-ce que tu peux juste nous raconter la première fois que tu es allé faire un collage dans la rue ? Alors, mon premier collage dans la rue, c'était... alors, j'avais vraiment 2 tout petits trucs, parce qu'aujourd'hui, j'en colle des qui font 2-3 mètres de haut, même en vandale. Et voilà, j'étais parti, c'était un escalier où j'avais repéré qu'il y avait déjà pas mal de street art, mais il y avait de la place. Et donc, j'ai collé qui était mon premier dessin, mon premier chat dans la rue, voilà, à côté des buts de Chaumont. Et après, j'avais aussi collé un poisson corail. Voilà, c'était les 2 à l'époque que j'avais. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai une autre amie qui me dit je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quelqu'un qui a posté ton chat sur son compte Facebook ou Instagram, je sais plus. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les réseaux sociaux et la communauté parisienne en termes de street art étaient ultra actives. Et que ça allait très vite. Et je me suis dit, ah ouais, c'est fou, en fait, il y a vraiment des gens que ça intéresse, il y a vraiment des gens qui se passionnent pour ça. Évidemment, avant tout, je le faisais pour moi, mais malgré tout, c'était quand même sympa de se dire, il y a des gens que ça pousse à l'intérêt, quoi. Tu avais mentionné, lorsqu'on s'était parlé l'autre fois, de l'art pour tous, que c'était important pour toi de faire ça au quotidien, quoi. Pourquoi? Pourquoi c'est important que tout le monde puisse profiter de ça? Je pense qu'en étant enfant, j'ai eu accès à la culture assez facilement. Et à Paris encore plus, puisque c'est une ville qui est très active. Et pendant mes études d'architecture, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que finalement, il y a de plus en plus de projets, de musées notamment, qui construisent des architectures fantastiques, absolument dingues, et vraiment des objets d'architecture hallucinants, mais qui des fois paraissent plus comme une vitrine qui peut être hermétique à un certain public. Et je me suis dit, des fois, on enferme l'art dans des cadres qui sont codifiés, quoi, qui ont certains codes, et les gens qui n'ont pas les codes, ils osent pas. Or, le street art, c'est une démarche qui permet vraiment gratuitement
sans autorisation, spontanément et de manière éphémère, d'aller s'exprimer dans la rue aux yeux de tous. L'œuvre en soi, elle parle directement au public. Elle n'a pas besoin d'intermédiaire, elle n'a pas besoin d'un cadre, elle n'a pas besoin d'un guide, de quoi que ce soit. Les gens se prennent l'art dans leur marche urbaine et voilà, c'est un contact à l'art et à la culture évidente et sans filtre. From the street to the wall, it will speak to you. From the street to the wall. Aujourd'hui, dans les œuvres que tu réalises, à quel point, enfin, on a pu l'évoquer, mais à quel point ta formation d'architecte impacte la première évidence, c'est peut-être en effet ces rouages industriels, voire mécaniques, qui pourraient faire penser à des rouages horlogers. Mais à quel point, justement, ta formation impacte tes œuvres? Alors, ma formation, elle impacte sur pas mal d'aspects. Bon, déjà, effectivement, l'univers que j'ai développé, il est à la fois mécanique, ça les gens le voient au premier coup d'œil, mais il est aussi très architecturé. Puisque finalement, il y a beaucoup d'architecture, d'éléments, d'arches, de tours inspirés gothiques classiques. Et donc, pendant mes études d'architecture, j'ai à la fois vu l'histoire de l'architecture, donc vraiment tous les mouvements qui ont existé et qui m'ont beaucoup influencé, et aussi des architectes utopistes et des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup construit, mais qui ont beaucoup théorisé et imaginé des architectures un peu folle, un peu utopiste. Donc je pourrais citer Constant, Lebeswoods ou le collectif Archigramme, voilà, c'est pour citer les principaux. Et en fait, ça a nourri tout cet univers-là. Et après, par rapport à mon expérience vis-à-vis de l'architecture et de la ville, c'est vraiment, moi je regarde en tant que street artiste maintenant, la ville un peu d'une autre manière, c'est-à-dire que l'endroit où le street artiste intervient, finalement, c'est les endroits que l'architecte n'a pas trop voulu ou pu designer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des pignons, c'est les façades, des pignons aveugles, donc sans fenêtre, sans porte, puisque le règlement d'urbanisme, voilà, j'ai appris ça pendant mes études, l'impose. Il y a des histoires de recul, d'alignement, de rue, et tout ça façonne la ville d'une certaine manière, ce qu'on appelle les plans d'urbanisme. Et en tant qu'architecte, je le lis très bien dans le tissu urbain, et finalement, je me rends compte que c'est là où le street artiste peut aller intervenir, dans ce qu'on appelle les dents creuses, les façades aveugles, les murs d'enceinte qui sont tout blancs, un peu tristes. Et voilà, c'est tout cet outil de l'architecture, tout ce travail qui finalement, aujourd'hui, nourrit le street artiste et lui permet de s'exprimer. Donc finalement, je trouve que d'avoir les deux disciplines, ça permet d'avoir un regard un peu sympa sur la ville. Est-ce que la nature des rouages peut varier selon la nature de l'animal que tu peins? Pas vraiment. Je pense que globalement, ça revient assez souvent. Ce qui peut varier dans mes thèmes, ça peut être... des fois, je vais aller coller dans une certaine ville, donc je vais intégrer à l'animal des mécanismes ou des architectures qui font penser à un lieu. Donc voilà. Et des fois, ça peut être... tout simplement que oui, l'animal a une certaine forme, donc je vais me dire que si je suis la ligne donc, ou les os ou le squelette de l'animal, je peux imaginer des formes de mécanismes ou de structures qui suivent un peu cette forme. Des fois, voilà, j'essaie de reprendre un peu le graphisme. Donc voilà, derrière, on voit un tigre. Et dans ce tigre, voilà, les bandes, enfin les rayures du tigre deviennent des creux dans l'architecture, deviennent des vides où viennent se loger d'autres mécanismes. Donc des fois, oui, finalement, le graphisme de l'animal peut influencer la structure de mes architectures mécaniques. Un peu comme De Vinci, du coup, tu retravailles sur l'anatomie animale. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, la nature a toujours inspiré la technique humaine, c'est-à-dire qu'on construit des technologies par dizaines, par centaines, en s'inspirant d'éléments naturels, que ce soit chez l'animal ou chez la plante ou le minéral, enfin bref, tout ce qui nous entoure, notre environnement naturel, crée notre technique, crée notre technologie et nous inspire. Donc finalement,
je ne fais que imaginer un de ces parallèles aussi. C'est comment la technique pourrait devenir nature ou l'inverse, la nature devenir technique. Même si on prend un Mechanimal sans sujet d'actualité derrière, il y a quand même d'une certaine manière, tu es un peu engagé dans le sens que confrontes toujours un peu la nature à la technologie pour garder l'équilibre, pour rappeler aux gens que c'est important cet équilibre-là. Et de ce qui m'a le plus une des œuvres qui m'a le plus influencé dans ma vie, c'est Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Donc, un réalisateur de films d'animation japonais qui a fait ce film Princesse Mononoke, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a été touché par une malédiction et qui décide d'aller porter sur le monde un regard sans haine. Et il arrive au milieu d'un conflit entre l'homme qui veut se développer technologiquement avec les forges au pied d'une montagne et les dieux de la forêt et les êtres de la forêt qui veulent pas que la forêt soit détruite, qui veulent que la forêt reprenne ses droits, que la nature se développe. Et donc il arrive au milieu de ce conflit et c'est un conflit meurtrier, ils se battent à mort. Et lui, il décide d'être le point d'équilibre et de trouver le dialogue, d'arriver à faire en sorte que les humains et la nature collaborent, trouvent une harmonie, une symbiose. Et finalement, comme c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est quelque chose qui a un peu forgé ma façon de voir les choses, et mon travail, finalement, spontanément, est arrivé à ça. Et je me rends compte que oui, c'est trouver cet équilibre actuellement, c'est ce qu'on cherche tous à faire. Et c'est ce qu'on a tous envie de parvenir, à arriver sans retourner à l'âge de pierre, à respecter notre patrimoine naturel, à trouver un équilibre, à trouver une sensibilité de rapport à la nature qu'on a perdu clairement. Et c'est très compliqué, mais je pense qu'on peut y arriver. Et donc, oui, ce discours autour de l'animal mécanique, c'est aussi un peu cet équilibre à trouver. Et je prie de tout mon cœur pour qu'on y arrive, même si j'ai pas le remède miracle. Tout ce que je fais, c'est de la création artistique. Et je pense que l'art, de toute façon, doit véhiculer des messages. Et l'art est une manière aussi de réveiller les imaginaires. Tu as participé à un certain nombre de festivals en 2019. En quoi c'est important pour toi de rencontrer ton public lors de ces événements ? À la base, quand j'ai commencé de faire ce travail, c'était vraiment un travail que cet univers, je l'ai développé de manière spontanée. Je n'avais pas vraiment un thème ou un discours derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, ils viennent vous questionner là-dessus, ils arrivent, et alors, c'est quoi le message ? Et finalement, moi, ce que j'aime bien, c'est leur demander, mais vous, qu'est-ce que vous y voyez ? J'adore quand les gens me parlent du travail et qu'est-ce qu'ils y voient et quelle est leur interprétation. Et c'est là où ça fait avancer, en fait. C'est là où on se rend compte ah oui, d'accord, donc ça, toi, tu as vu ça, tu vois un robot, d'accord, toi, tu fais une critique de notre société, de notre société technique, ok. Toi, tu vois juste un voyage dans un univers un peu machin. Et en discutant avec les gens, en parlant un peu, ils me demandent alors, et ça, pourquoi tu as fait ça, et cet équilibre, pourquoi ? Et finalement, je me suis rendu compte, en parlant avec les gens, que c'était hyper cohérent avec ce que j'avais vécu, avec à la fois mon parcours artistique, mon enfance, mes références, et donc que oui, juste en discutant, c'était une manière de faire une introspection sur mon travail, quoi. Aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé ton équilibre entre justement produire et dessiner et peindre dans ton atelier ici au Calme, mais également aller dans la rue pour, comme tu le disais tout à l'heure, accrocher ou coller de l'art qui est accessible pour tout le monde ? Non, je trouve pas que j'ai du tout mon équilibre. je suis très frustré de faire beaucoup trop d'ateliers actuellement parce que oui, il faut vivre, ouais, il faut que je produise des œuvres pour les commanditaires, pour les galeries. J'ai un carnet, j'ai un planning que je dois respecter comme tout professionnel. Et je suis quelque part des fois un peu frustré de ne pas être assez dans la rue. Mais au final, bon, ça va, j'arrive quand même à me dégager du temps pour la rue. Et
Et les murs, par exemple, les murs à la sauvage, ça va, j'ai toujours un peu de temps pour le faire. Les murs Lego, les murs autorisés, les appels d'offres, là, des fois, il faut du temps, ça demande tout un process et c'est parfois compliqué de trouver de dégager suffisamment de temps entre le travail artistique et le travail de rue à la sauvage, quoi. Donc, mais globalement, ça va, je suis pas non plus, je me plains pas du tout, hein. C'est juste que des fois, je me dis, faudrait que je fasse plus de travail de rue, c'est tout. Il y a vraiment des périodes où ça me manque beaucoup. Dans ton travail de rue, comment tu fais pour choisir que telle œuvre va à tel endroit? Par exemple, tu as fait une colombe à la rue de la Paix, tu as fait un renard dans la rue du Renard. Est-ce qu'il y a une suite logique que tu suis pour les faire? Aujourd'hui, j'ai une collection assez vaste, donc j'essaie de pratiquement jamais recoller le même animal. Ensuite, quand j'ai l'occasion de le faire, par exemple, je me dis, demain, je vais aller coller, je vais aller coller un dinosaure ou je vais aller coller effectivement un oiseau. Et je vais essayer de me renseigner sur Paris s'il y a des spots qui peuvent plus ou moins correspondre au contexte de l'animal. Des fois, je trouve, des fois, je trouve pas. Quand je trouve, j'essaye vraiment de faire en sorte que l'animal s'y trouve. Par exemple, le renard, rue du Renard, ou des fois, j'ai des symétries et je me dis, tiens, un angle de rue, ça peut être sympa parce que je mettrai sur la tranche la de symétrie et les gens verront sous 2 angles différents. Voilà, des fois c'est parce que je trouve un lieu avec un super site, une super alcôve, une super forme d'architecture ou de mobilier urbain où je me dis là l'animal il s'intégrerait parfaitement, mais j'ai pas toujours une réflexion en amont de me dire il faut à tout prix que je mette cet animal à cet endroit ou quoi. Mais oui, j'aime bien des fois pouvoir être dans le contexte. La gargouille à Notre-Dame par exemple, ça c'était sympa aussi, mais bon il y en a plein. Et puis quand des fois j'ai des commandes pour des villes ou des murs autorisés, bah là j'essaye de me mettre un peu des fois en accord. Des casse-villes par exemple dans l'Aveyron, j'ai regardé un peu la faune locale qui gravitait autour de la ville. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'animaux de forêt, notamment des cerfs. Et puis j'ai fait 2 cerfs pour que ça ait un peu de cohérence. J'allais pas forcément faire un truc... J'allais pas forcément faire une baleine à Decazeville, ça n'avait pas trop de sens. Mais par contre, quand j'ai fait la colonie de manchots, enfin le couple de manchots pendant le festival de 2019, là c'était en rapport à l'actualité. Parce que une des plus grandes colonies de manchots d'Antarctique avait perdu tous ses bébés à cause de la réchauffement climatique et d'un bout de banquise qui s'était barré. Et donc, je m'étais dit... c'est l'occasion, vas-y, fais-le. De toute façon, c'est pour rendre hommage, quoi. Et puis, même si il n'y a jamais eu de manchot à Paris, voilà. Et un moyen de raisonner avec l'actualité par moment, quand l'actualité parle d'écocide ou de choses comme ça un peu tragiques. Et donc, le street art est une manière de s'exprimer. Donc, je m'exprime en rapport à l'actualité et je m'engage pour des causes et je traite de sujets qui me tiennent à cœur et soit je dénonce, soit je rends hommage. Oui, forcément. Mais je pense que ça vient quoi qu'il arrive avec cette discipline. Donc, que ça soit moi ou n'importe quel autre artiste, on est tous un peu engagés dans une cause et dans des valeurs qui nous sont propres, quoi. Ardif, comme tu sais, hein, toute œuvre est éphémère dans la rue. Grâce aux réseaux sociaux, on réussit à les garder un peu plus longtemps, à faire connaître un peu plus. Tu as sorti un livre récemment avec des publications de tes œuvres. Pourquoi c'était important pour toi? Ou d'où ça t'est venu, cette idée-là de faire un livre avec tes œuvres? En fait, à la base, moi, ce qui m'intéresse dans le graphisme de l'animal, ce que j'aimais bien, c'était, et mes références de graphique, c'était les illustrations de zoologistes ou d'études d'animaux un petit peu dans les vieilles gravures, tous ces bouquins de chercheurs en biologie et en zoologie qui avaient des graphismes très particuliers avec généralement assez réalistes, mais en même temps avec un graphisme très
très marqué, et j'aimais bien, quand j'étais homo ou même ado, les feuilleter, ces livres. Et c'était cette envie aussi d'être un peu mon propre, enfin le zoologiste de ma propre ménagerie en fait. Et donc en faire un catalogue et un répertoire, ça avait du sens, puisque à la base, moi je voyais ça comme un safari urbain, un safari photo. Hein. Et donc, comme j'en avais un assez grand nombre, je me suis dit, c'est l'occasion de se lancer dans une publication, quoi, dans la publication d'un livre. Et puis ça a été un gros travail. Et comme je garde à chaque fois toutes les traces à la fois du dessin original et aussi de l'œuvre dans la rue, j'avais cette idée de catalogue qui était prête, quoi. Et il a fallu pas mal de boulot, mais au final, le résultat, il est vraiment... Enfin, moi, j'en suis très content, et je crois que le public apprécie pas mal aussi, donc c'est plutôt cool. Ardif, tu as plusieurs œuvres ici en France, de plus en plus aussi à l'international. Tu as plusieurs expos solo à ton actif, un livre sur les mécanimals. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020? Que ça continue. Que, entre guillemets, 2020 est déjà pas mal chargé en projets, mais... moi, c'est toujours plus de projets street art. Ne jamais arrêter la rue à la sauvage et la rue sans autorisation. Ça, encore une fois, c'est mon leitmotiv, j'essaie de le garder. Et puis peut-être des projets de plus en plus grands. Moi, j'aimerais bien... je vois des fois des projets sur des façades assez gigantesques. Moi, c'est un peu mon objectif à long terme, quoi. On verra quand est-ce que l'occasion se présentera. J'espère bientôt, mais bon, pour l'instant, ce que je fais me convient déjà beaucoup. Mais oui, c'est sûr que mes ambitions sont dirigées vers ce genre de projets un peu plus monumentaux. From the street to the wall, to the wall. It will speak to you. Ardif, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'avoir écouté du Mur au Mic. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker la page. Vous pourrez retrouver le travail d'Ardif sur son compte Instagram, bien sûr, ainsi que sur le site de la galerie The Wall 51, qui est aussi partenaire de ce podcast. Vous pourrez retrouver nos actualités sur notre compte Instagram du Mur au Mic. Et pour les auditeurs, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.